Bonjour, je vous propose de faire la correction du DM que vous aviez à faire sur la solution de Lugol qui se compose d'un dosage spectrophotométrique par étalonnage et d'un titrage. Alors, pour ce faire, on va étudier la correction qui a été, le DM qui a été rendu par un élève. Donc sur la première question 1A, on vous demande de représenter le graphique de l'absorbance en fonction de la concentration en quantité de matière. Donc sur ce graphique, on voit qu'il y a un titre. Les axes sont bien annotés. On voit la grandeur et l'unité. Donc sur l'axe vertical, l'ordonnée, on a bien l'absorbance et des données qui correspondent à l'absorbance. Et sur l'axe des abscisses, on a bien la concentration en quantité de matière en millimoles par litre. L'axe des abscisses est très bien gradué. 3 cm pour 0,25, c'est très bien, ça permet d'utiliser tout l'espace. On peut faire une petite remarque par contre sur l'axe des ordonnées où l'échelle n'est pas la plus judicieuse puisque normalement on prend plutôt un chiffre rond comme par exemple 1 cm pour 0,10 ou 2 cm pour 0,10 si on veut un petit peu plus grand. Les points sont bien positionnés et la droite est tracée à la règle en passant par le maximum de points. On voit également sur ce graphique le tracé qui servira à répondre à la question 1B. Alors pour la question 1B, on vous demande de calculer la concentration de la solution de Lugol. On va donc utiliser le graphique, c'est le plus simple. On se place à une absorbance de 0,86 et on effectue le tracé sur le graphique pour voir à quelle concentration ça correspond. On trouve une concentration de 1,80 millimoles par litre. Autre méthode possible, calculer le coefficient directeur de la droite, sachant qu'il s'agit d'une droite qui passe par 0. L'équation de la droite est du type y égale à x. Mais attention, si vous faites ça, pour calculer le coefficient directeur, il faut utiliser la formule yb moins ya sur xb moins xa. Autrement dit, il faut utiliser 2 points, sinon ça n'est pas assez précis. Quelle que soit la méthode, vous trouvez donc 1,80 millimoles par litre à partir de ce graphique, mais la solution de Lugol est 20 fois plus concentrée que ça, puisqu'il s'agissait d'une dilution par 20. Donc on multiplie par 20, on obtient à peu près 36 millimoles par litre. Question 1C, on vous demande de calculer la quantité de matière. Donc c'est la formule habituelle, quantité de matière égale concentration fois volume. On avait 100 ml en volume, donc du coup on trouve 3,6 10-3 moles. Enfin, question 1D pour cette partie, on vous demande de calculer la masse présente dans ces 100 ml. Donc pour trouver la masse, on fait masse est égale à quantité de matière fois la masse molaire. Donc il ne faut pas oublier quand on fait ce calcul qu'il s'agit de la masse molaire du diode. Et donc la masse molaire du diode, ce sera 2 fois 126,9 g par mol. On trouve une masse de diode de 0,91 g. Partie 2, donc il s'agit d'un titrage. Pour la première question, on vous demande comment prévoir l'équivalence. Il ne faut pas simplement dire qu'on a un volume équivalent de 17,2 ml, il faut expliquer comment on voit l'équivalence. Donc expliquer que la solution passe d'une couleur qui est jaune à de l'incolore. Attention, incolore et non transparent. Une solution colorée qui est très claire et transparente, elle n'est pas incolore, donc il ne faut pas confondre les deux mots. Donc vous expliquez qu'il y a un changement de couleur, jaune orangé, vers l'incolore. D'ailleurs, on aurait pu, pour ce titrage, vous dire qu'on rajoutait de l'emploi d'amidon aussi pour mieux repérer le changement de couleur, comme ce qu'on a fait en TP. Ensuite, vous avez l'équation à trouver, donc il faut écrire les deux demi-équations. Ça, en général, pas de problème, et vous en déduisez l'équation, et vous n'oubliez pas de mettre les états physiques sur l'équation. Question 1C, on vous demande de calculer la quantité de matière. Beaucoup d'entre vous ont calculé la concentration pour ensuite calculer la quantité de matière. C'est parfaitement inutile, et ça vous fait, en évaluation, ça vous ferait perdre du temps. Et donc il faut vraiment juste calculer la quantité de matière. Donc là sur la copie il manquait une petite justification.
À l'équivalence, on a bien la quantité de I2 sur 1 égale la quantité de thiosulfate sur 2. Il suffit de regarder l'équation et les nombres stoichiométriques dans l'équation pour écrire cette relation. Mais il faut la justifier en disant, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, donc NI2 sur 1 est égal à NS2 au 3 de moins sur 2. Vous remplacez ensuite la quantité de S2 au 3 de moins par C fois le volume équivalent. Donc C fois volume équivalent, c'est-à-dire que la quantité de thiosulfate, c'est la concentration de thiosulfate, donc du réactif titrant, fois le volume à l'équivalence. On trouve la quantité de matière, et donc la quantité de diode, c'est la quantité de matière de S2 au 3 de moins sur 2, d'après ce qu'on vient de dire précédemment. Il n'y a donc pas besoin de calculer la concentration. On trouve 8,6 10-4 mol environ. Ensuite, on vous demande d'en déduire la masse. Donc, on peut calculer la masse en disant que c'est la masse molaire fois la quantité de matière, et on trouve 2,2, enfin 2,18 10-1 g. Mais attention, cette masse de diode, c'était celle contenue dans les 20 ml qui ont été dosés au départ. Or, là, on vous demande la masse pour 100 ml, donc il faut multiplier par 5, il y en a 5 fois plus. Ce qui nous fait donc, en arrondissant 1,1 g, là le groupe a marqué, l'élève a marqué 1,09 g. Les deux sont acceptables. Enfin, la conclusion. Donc, on vous demande de comparer les valeurs obtenues par les deux méthodes à la théorie. Donc, la théorie, c'est 1 g de diode pour 100 ml de solution. Et donc, dans une des méthodes, on avait trouvé 0,91 g et dans l'autre méthode, 1,09 g. Donc, on calcule le pourcentage d'erreur pour chacune de ces méthodes. Et en fait, on obtient à peu près le même pourcentage d'erreur. Donc, les deux méthodes sont acceptables, mais la précision est quand même très limite, puisqu'en général, on estime qu'une précision qui est bonne, c'est en dessous de 5%. Alors les sources d'erreur, attention, on vous demande les sources d'erreur lors de la mise en œuvre du dosage et du titrage. Donc le dosage, c'est la première méthode, le titrage, ça s'appuie sur une réaction chimique, c'est la deuxième méthode. Donc il faut identifier les causes d'erreur expérimentales. Certains ont mis dans leur copie des erreurs de calcul, des erreurs de conversion. Ça n'est pas ça qu'on vous demande. Donc par exemple pour le dosage, ça peut venir de la courbe en elle-même qui a été réalisée à partir de dilution. Mais si vous regardez votre courbe, elle est quand même plutôt belle, les points sont bien alignés. Donc ça paraît peu probable qu'il y ait eu des erreurs expérimentales lors de la création de cette courbe, c'est-à-dire quand on a fait les dilutions et qu'on a mesuré les absorbances des solutions. Par contre, ça peut venir d'un problème de la mesure de l'absorbance de la solution de Lugol diluée. Peut-être que la solution qui a été diluée par 20 a été mal diluée. Peut-être que le spectrophotomètre n'était pas très précis. Peut-être qu'on ne s'est pas bien placé à 480 nanomètres. Donc il y a peut-être eu un souci quand on a mesuré l'absorbance de 0,86 pour la solution de Lugol diluée. Pour le titrage, alors ça peut être par exemple une burette qui a été mal conditionnée, une burette dans laquelle il resterait des bulles d'air. Ça peut être aussi un problème lors du prélèvement de l'échantillon de 20 ml. Ça peut être une difficulté à repérer l'équivalence puisque ça n'est pas facile de voir le changement du jaune à l'incolore. Donc voilà des erreurs possibles lors de la mise en œuvre de ces manipulations, de ces expériences. Voilà, bonne journée.